Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Vincent Risco. Il est pompier professionnel et exterminateur de nuisibles. On va parler de ça directement avec lui. Mais d'abord, abonnez-vous, likez cette vidéo, ça nous aidera bien. Vincent, bonjour. Bonjour Pierre. Je suis super ravi de t'accueillir. Moi On s'était rencontrés il y a pas mal de temps autour d'un nid de guêpe à l'époque. Explique-nous un peu qui t'es, Vincent. Donc moi, mon nom c'est Vincent Risco, j'habite Warem, je suis pompier professionnel depuis plus de 20 ans à la zone Emeco, sur le poste de Huy. Et depuis 8-9 ans maintenant, je me suis spécialisé dans le traitement des nuisibles, gestion des guêpes, des frelons, la dératisation, les cafards et tout ce qui s'ensuit en fait. On va parler de tout ça évidemment, mais Vincent, donc en parallèle, donc t'es pompier professionnel. Vous avez des spécialisations alors en nuisibles, etc. Ou bien pompier professionnel, c'est assez général? Pompier professionnel, c'est assez général. Il y a des spécialités chez nous comme le grimpe, comme les plongeurs, le chimique. Mais alors maintenant, depuis peu, puisque avec l'introduction du frelon asiatique est devenu complètement invasif ici chez nous, donc on a une petite structure ici à Huy où on a quelques gars qui gèrent un peu le frelon asiatique et j'en fais partie. Ok, d'accord. T'en fais partie et en parallèle t'as ton entreprise et ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème puisque en général les 3/4 du temps, quand il y a une expertise ou un truc un peu plus compliqué, on m'envoie et parfois j'y vais même avec mon propre matériel qui est un peu plus évolué que celui de la zone à l'heure actuelle en tout cas. C'est ça. Et puis les zones, elles ont aussi parfois autre chose à faire. Autre chose à faire, bien entendu, ce n'est plus un caractère spécialement urgent. Dans une zone professionnelle, ben voilà, on a encore les moyens d'envoyer. Dans les zones de volontaires, ils savent envoyer des gens, mais maintenant il y a un coût. Vous devez payer des pompiers pour y aller. Si le nid a été maltraité, vous devez payer à nouveau les pompiers chaque fois 2 heures. Et c'est un déficit pour eux finalement. Quand il y en a plusieurs à traiter sur la journée, ça va, mais quand il y en a peu, voilà. Donc, ils continuent à le faire, mais ils continuent à le faire. Ouais, maintenant c'est plus cher, ouais, c'est quasi le double du prix. Ouais, ok. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises d'exterminateurs d'insectes qui voient le jour là pour le moment en Belgique. Exactement, puisque maintenant aussi depuis, il faut dire que pour les pompiers c'est pas tout à fait évident, ainsi que pour les citoyens. Par exemple, vous maintenant vous appelez pour un nid de guêpe. Vous demandez une intervention des pompiers, les pompiers sont en route pour aller chez vous, mais vous avez pris congé pour pouvoir les recevoir parce qu'il n'y a pas spécialement une heure de bien précisée. Et entre-temps, eux, ils sont appelés pour une intervention urgente, un feu, une désincarcération, et on a besoin d'eux. Donc ils vont sur cette intervention-là, elle dure, et puis finalement vous êtes zappés. Donc là, il y avait un créneau à prendre à ce niveau-là, offrir un service à la carte avec des horaires, un timing qui correspond en fait. C'est ça. Alors, on voit de plus en plus d'entreprises donc qui se spécialisent là-dedans, aussi parce qu'il y a un nouveau nuisible ici. Ça fait le frelon asiatique, on en parlait, frelon asiatique a été introduit accidentellement en France, en Aquitaine en 2004, et chez nous il est arrivé en 2016. Il a progressé lentement, il est arrivé par le Hainaut, et puis il est arrivé en province de Liège. Moi, le premier que j'ai fait, c'était en 2020. Et puis voilà, j'en ai fait un la première année, puis paf, et puis entre la saison 2024 et 2025, rien que pour le frelon asiatique, mes interventions, rien que pour ce nuisible, ont multiplié par 4. Il faut savoir que j'ai vu un chiffre récemment publié, je ne sais plus par quel organe de presse, mais j'ai vu qu'il y avait 1900 nids qui avaient été traités en Wallonie, qui avaient été signalés du moins. En effet, la région wallonne en fait recense le nombre de nids, etc. C'est pas du tout, le chiffre ne reflète pas la réalité, parce que moi au début, voilà, je les ai signalés, puis à un moment donné, quand on fait un ici, t'en fais un dans la rue après, etc., tu vas pas faire des doublons. Quand on dit 1900, moi je pense que, honnêtement qu'on est peut-être à 10-20% de la réalité. Ah oui, ok. Ouais. Parce que quand tu parles aux collègues, ils disent que la même chose que moi, ça a pété, quoi. Ça a pété, qu'eux non plus ne les renseignent plus, donc voilà. Ok, d'accord. Ils les renseignent plus parce que peut-être que les zones de secours les renseignent encore et encore. Je suis même pas sûr qu'on l'a fait l'année passée totalement. Je pense que dans les zones de secours, ils essayent d'être un peu carrés pour se donner, pour essayer de. Mais en réalité, non, même pas, je pense. C'est une espèce invasive, il faut bien comprendre. C'est une espèce invasive qui est ici, qui est installée pour la durée, contre lequel on ne peut pas. Je pense qu'on ne peut pas lutter. On peut essayer de diminuer sa progression, comme on a dit avec les PJ sélectifs. Et dès qu'il y a un nid, il faut l'éradiquer, parce que si tu l'éradiques pas, l'année suivante, c'est... Au fur et à mesure, évidemment, tu auras de plus en plus d'interventions, parce qu'il existe des pièges qui sont distribués des pièges sélectifs qui sont distribués,
Il y a le piège sélectif, il faut vraiment qu'il soit sélectif. Il faut qu'il prenne que du frelon asiatique, qu'il est calibré, parce que maintenant, s'il ne prend pas du frelon asiatique, s'il prend des abeilles ou autre, finalement, ça a un impact sur la biodiversité. Bah ouais, c'est ça, c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas l'idéal. On essaye de virer donc les frelons asiatiques parce qu'ils tuent les abeilles, justement. Tout à fait. Qui sont ultra bénéfiques, donc, pour la pollinisation, etc. Tout à fait, tu l'as tout à fait dit. Et on essaie de les tuer, et la bonne période, c'est maintenant la sortie on arrive ici au printemps, en février, etc. Une fois qu'il atteint les 13 degrés, toutes ces reines-là, qui étaient dans des écorces, dans des arbres, qui étaient cachées, elles vont sortir, toutes ces fondatrices, et elles vont chercher d'abord à se nourrir. C'est pour ça qu'on fait des pièges avec du vin, de la grenadine, un sirop, je pense. Et alors, c'est une source de nourriture. Elles doivent se sucrer parce que elles ont hiberné, elles n'ont plus de ressources, et elles doivent prendre des forces. C'est là maintenant, en fait, le but de ce piégeage-là, en fait. C'est ça. Donc, bon, si elles sont pas prises dans les pièges, elles vont fonder un nid. Elles vont fonder un nid, pour le moment, c'est vraiment la période charnière. Elles sont en train de faire leur couvain. Donc, le couvain, c'est une petite enveloppe, une structure qu'on appelle de la cellulose. C'est à base de bois sec. Donc, elles vont faire un petit couvain. Donc, c'est un petit nid, une balle qui commence, en fait, comme une balle de ping-pong, qui va peu grossir. Elles vont faire des alvéoles dedans, 12-20 alvéoles, et puis elles vont pondre. Ouais. Et au bout de 3 semaines, les larves vont éclore et elle va rester là-bas. Et puis alors, c'est le début, en fait. C'est le début de l'invasion, quoi. C'est le début de l'invasion. Ouais, c'est ça. Et donc, il faut un peu regarder chez soi. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Les arbres, il faut regarder. Maintenant, disons, c'est facile de repérer un nid en été parce que souvent ils sont visibles et puis vous avez une multitude de frelons, donc vous voyez des va-et-vient, tiens, je vois un frelon, il est posé là, puis je vois par où il part, etc. Ah, il va dans cette direction-là et vous allez le retrouver facilement. Maintenant, ici, à cette période-ci, la reine, elle a plus toute seule à travailler. Ouais. Donc, il faut avoir un coup de chance. Maintenant, l'idéal, c'est comme d'aller voir parfois dans son grenier, dans son garage, dans ses remises. Parfois aussi, où ils ont l'art de s'installer, c'est dans les nichoirs pour oiseaux. Ah ouais. Là, on en a, j'en ai une multitude là-dedans. Donc, ils peuvent s'installer un peu partout. Donc, il faut être attentif à ça. D'accord. C'est assez petit, hein. Quand on imagine un nid, un gros nid d'abeilles, c'est quand même assez imposant. Tandis qu'un nid de frelon, beaucoup plus petit quand même. Voilà. Un nid de frelon, en fait, à la base, il est petit quand il va commencer, puisque vous avez un nid primaire un nid primaire, c'est un premier nid qui est à hauteur d'homme, qui lui va généralement s'installer jusqu'au mois de juin, et puis qui va migrer vers un nid secondaire qu'on trouve à la cime des arbres, souvent 10 et 20 mètres et même au-delà, parfois jusqu'à 30 mètres de haut. Mais parfois les nids ne migrent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur nid primaire. Vous avez des nids qui sont de 50-60 cm de diamètre, ce sont des gros nids quand même, que vous trouvez même parfois au-delà, que vous trouvez à hauteur d'homme. Mais sinon, en général, ils montent tout au haut des arbres. Et ça, Et là, quand l'arbre, quand les feuilles sont vraiment présentes, au mois d'août, etc., parfois vous ne les voyez pas toujours. Et c'est pour ça qu'on a énormément d'interventions en septembre et octobre pour les nids secondaires, parce que les arbres perdent leurs feuilles, les gens les voient, et à ce moment-là, vous êtes appelé. Ok, d'accord. Mais c'est pas la bonne période. La bonne période, c'est avant la reproduction. Idéalement, c'est de pouvoir neutraliser le nid avant la reproduction. Maintenant, quoi? Déjà maintenant et au moins jusqu'à 7 ans, parce qu'après, c'est de cette période de reproduction et là, ça risque de faire mal en fait. Quand t'interviens, bon, évidemment, il y a tout l'équipement, etc., pour éviter de se faire piquer, etc. Entendu, ça doit être assez costaud, parce que tu me disais, donc il y a les tenues pour abeilles avec des tout petits dards, donc ça c'est en tissu, et il y a les tenues de frelons asiatiques qui sont adaptées, donc c'est des tissus hyper tressés plutôt, qui pour empêcher le dard. Le dard fait 6 mm, donc il faut empêcher. Donc si maintenant, en plus, il faut savoir qu'il crache du venin. Ce frelon là-bas, etc. Donc parfois vous devez avoir une visière parce que il vient de se coller contre vous et à ce moment-là vous pouvez recevoir dans les yeux. Ok, d'accord. Ouais, tu vois le venin. D'ailleurs, je voyais des vidéos sur TikTok, etc. C'est assez impressionnant quand tu vois les combinaisons qui sont après remplies de venin. Quoi. Il y a beaucoup de youtubeurs aussi. Il faut savoir que le frelon asiatique, si tu ne vas pas titiller son nid, en soi, il n'est pas trop dangereux. Maintenant, il y a des gars qui font un business. Il faut pas se mentir. Ils vont titiller le nid et puis mettre leur GoPro en marche, etc. Ils vont le titiller et puis ils se font attaquer fatalement. Donc voilà, si tu y vas calmement, etc. C'est encore gérable. Maintenant, j'ai déjà été attaqué parce que maladroitement ou quoi, c'est pas toujours facile d'intervenir, mais 3/4 du temps, ça se passe, même 90% du temps, ça se passe relativement bien. Ouais, d'accord. Si tu titilles pas le nid, etc., généralement, il t'attaque pas. Voilà. Et comment est-ce que tu fais alors? Tu injectes une poudre, la poudre blanche, j'injecte un neurotoxique. C'est du permasdé en fait. C'est un agent neurotoxique qui lui va travailler sur le système nerveux et qui va détruire l'ensemble de la colonie par contact en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, il y en a un qui va marcher dessus, qui va il y en a qui va le prendre. Moi, en général, quand on a un nid secondaire, en fait, quand on l'introduit avec une perche, là, on s'est injecté du produit en une certaine quantité, et lui, avec la pression, il va se diffuser complètement sur tous les étages. Ah ouais, ok. Donc là, toute la colonie, ça va aller très vite, et puis on les voit tomber. Dès que je retire, je recommence à descendre ma perche, on les voit tomber au sol, en fait. Bon, maintenant que je connais le nom du produit, je peux le faire moi-même. Tu peux essayer de le faire toi-même, mais je te le conseille quand même pas, quoi. Il faut une certaine expérience, voilà. Maintenant, ceux qui vont essayer de le faire eux-mêmes, souvent, c'est les plus jeunes, ou alors les gens qui n'ont pas envie de payer l'intervention. Hein. Il y en a quand même, tu conseilles pas de le faire Non, je conseille pas de le faire. Je conseille pas de le faire parce qu'il y a des actions chaque année. Vous pouvez être allergique, avoir un choc anaphylactique sans savoir que vous êtes allergique. Ouais, c'est ça. Puis, d'autre part, tu me disais, c'est haut, quoi. Généralement, c'est quand même assez haut, parfois. Je suis allé, je peux faire une anecdote ici. Je suis allé une fois chez un gars, il a voulu intervenir lui-même pour un nid guêpe. Le nid guêpe était à 7-8 mètres de haut. Et lui, tout ce qu'il a fait, il a fait un système avec des rayons. Il les a fixés, il a attaché des rayons. Ouais. Et puis alors, il avait mis un petit godet avec de la poudre. Le nid est tombé. Le gars s'est fait piquer, il a été aux urgences, il a été en observation, etc. Et en fait, je me suis dit, pour la somme, en fait, il a dû payer les urgences. Il a dû être en incapacité de travail, la pharmacie, etc. Et finalement, il était dans un piteux état et ça lui a coûté beaucoup plus cher, en fait. Parce qu'après, il a fallu rappeler un professionnel, qui lui aussi... Ouais, c'est ça. Donc finalement, il a failli quand même un peu y rester. Il suffit de se faire mais piquer dans la gorge. Chaque année, il y a des gens qui y restent parce que il y a quand même ce danger-là, cette problématique de se faire piquer, si on est allergique ou pas. Au mauvais endroit, quoi. Au mauvais endroit. Finalement. Tu m'avais dit même un âne qui avait été piqué. Oui, là, j'étais l'année passée sur l'intervention un âne qui s'était fait piquer à l'œil et non, pauvre bête. Ouais. Parce que c'est vraiment quand même beaucoup plus venimeux qu'une piqûre de guêpe. Non, le venin n'est pas en lui-même plus venimeux qu'une piqûre de guêpe. Maintenant, l'abdomen est gros, donc il y a un certain dosage. Ah ouais. Donc voilà, mais le venin lui-même, il n'est pas plus toxique. D'accord. Tu t'es déjà fait piquer, toi, par un frelon, du coup? Je me suis fait piquer, parce qu'à un moment donné, vous prenez de l'assurance, vous multipliez les interventions, parfois vous êtes un peu pressé, donc vous ne prenez pas les précautions, vous dites ici c'est facile, et puis vous faites piquer. Ah ouais. Ça fait mal? Ah ouais, ça fait mal, Ouais. Ça fait mal ici, et moi j'ai une crème ici à base de cortisone directement, je l'applique, et alors j'ai aussi des antihistaminiques. Donc voilà, j'ai ma petite pharmacie. Parce que tu sais bien que t'es pas allergique, mais je suis pas allergique, sinon voilà, oui, ça peut se déclencher. Le seuil d'allergie peut être atteint à un moment donné, trop de piqûres, et puis vous pouvez devenir allergique. Ouais, donc t'en as toujours avec toi, quoi. J'en ai toujours avec moi, et puis j'essaie d'être le plus prudent possible, voilà. Ouais, c'est ça. Mais souvent, je me fais plus souvent piquer par des guêpes que par du frelon. Ok. Alors, t'es une petite entreprise, toi. J'ai une petite entreprise, tout à fait. Et t'en as des énormes, par contre, je citerai pas les noms, évidemment, mais il y en a des beaucoup plus grosses, quoi. Est-ce que tu conseilles d'aller plus vers les petits ou vers les grands? Parce que je voyais les prix, par exemple, dans les grandes entreprises, c'était quand même assez important. Moi, je préfère avoir le petit parce que généralement, voilà, les grands, parfois ils sous-traitent leurs interventions, parfois dans le contrat, ils ont des contrats d'assurance avec eux, etc. Certains prestataires chez eux ne peuvent pas monter sur une échelle à telle ou telle hauteur. Parfois, ils sont pas équipés comme il faut. Voilà. Moi, je préfère le petit parce que 80% des petites entreprises comme moi, c'est des pompiers professionnels. Ouais. Que ça applique vraiment, qu'on du métier derrière eux, des formations, et voilà. Tu fais aussi les nuisibles, tout à fait, je fais de la rampants, etc. Ouais, bien sûr. Les rongeurs, etc. Ouais. En parallèle. Mais on va rester aussi sur frelons et guêpes, abeilles. Les guêpes, beaucoup moins d'interventions ces derniers temps. Non, cette année, c'était une grosse année aussi cette année, puisque c'est le climat qui va déterminer ta saison. Donc, si tu veux, quand l'été précoce, ou printemps plutôt précoce, et que les températures montent vite, et qu'il pleut très peu, elles peuvent travailler et manger, elles ont de la nourriture à profusion, puisque la plupart de la nourriture première, c'est toujours un insecte. Ouais, c'est ça. Les abeilles, là, c'est un peu plus délicat parce que tu peux pas les tuer, les abeilles. Non, les abeilles, je peux pas les tuer. Maintenant, il y a des abeilles qui ne sont pas récupérables. J'ai toujours un apiculteur avec lequel je travaille. Ouais. J'en ai d'autres, ça dépend du secteur sur lequel ils sont. Voilà. Quand il y a des seins récupérés, on me téléphone, monsieur, j'ai ça dans mon jardin, vous inquiétez pas, je vais vous trouver quelqu'un. Je téléphone à mon apiculteur, il sait pas y aller, je téléphone à un deuxième, je téléphone à un troisième, et j'ai toujours quelqu'un qui va récupérer les seins. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc il prend la reine, les seins suivent. Voilà, exactement, c'est ça. Parfois, quand il est
quand il est en grappe sur une branche comme ça, il suffit parfois de couper bêtement la branche, peut-être on la secoue et voilà, on la met dans la ruchette, ou sinon parfois il faut un petit peu refumer, c'est d'attirer la reine. Et une fois que la reine est dedans, les autres suivent de toute façon. C'est ça. Une fois, j'avais vu un essaim qui avait migré et qui était en train de chercher où s'installer, etc. Oui, c'est quand il fait trop chaud, apparemment. C'est hyper impressionnant. Ouais, c'est super impressionnant. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on appelle les pompiers ou est-ce qu'on appelle des On ne fait rien, on attend tout simplement que il va partir de lui-même. Généralement, il reste pas, il part de lui-même, sauf si maintenant l'essaim s'est installé, qu'il commence à rentrer dans un mur, dans une cheminée, etc. Là, c'est plus problématique, mais en général, l'essaim, il part de lui-même. Ouais, ok. S'il est installé, qu'il est statique, etc., vous pouvez appeler un professionnel, lui, il va vous orienter vers un apiculteur. Et voilà, en fait. Quand tu fais une intervention comme ça, donc pour des abeilles, guêpes, frelons, ça coûte combien, plus ou moins? Abeilles, guêpes, frelons, il faut compter tout ce qui est au-dessous de 10 mètres, entre 50 et 60 euros, plus ou moins. Au-dessus de 10 mètres, il faut compter une centaine d'euros. Ok. Ça te prend pas énormément de temps, toi, avec l'expérience? Ouais, mais parfois, ils sont compliqués, hein. Parfois, ils sont derrière une tuile. Parfois, il faut monter sur le toit. Parfois, on ne le voit pas. Ouais, avec l'expérience, on sait plus ou moins il est là, hein. Parfois, on se dit, il est là. Je vais aller voir dans le grenier, je vais le trouver tout de suite. Mais voilà, maintenant, ça dépend. Ouais, parfois, il y en a aussi, ils sont à 20, 25 mètres de haut. Donc, aller chercher un lit de frelon asiatique à 25 mètres de haut, parfois, il faut trouver le bon axe de travail, aller chercher les bonnes branches d'appui, puisqu'il faut appuyer sa perche, hein. À un certain point, il faut l'orienter, en fait. Tu sais, pour les moustiques, par exemple, on dit vos points d'eau stagnantes, il faut les vider, etc., pour les éviter. Est-ce qu'il y a la même chose avec les abeilles, les guêpes, les frelons? Le frelon, en fait, le frelon, la guêpe, ils ont toujours besoin il leur faut des protéines. Les protéines, c'est des insectes. Il leur faut du sucre, ils vont les trouver dans les fruits. Et il leur faut aussi un point d'eau. Donc, quand vous avez beaucoup de végétation, parce que la végétation va tirer les insectes. Quand vous avez tout ça, généralement, c'est un peu plus facile pour eux de s'installer et de chercher, en fait. D'accord. Tu t'es déjà fait attaquer par un essaim complet? Ça doit être impressionnant, ça. Oui, je me suis déjà fait attaquer par un nid, ouais, parce que en fait, un nid de guêpe, par contre, un nid de guêpe, il était dans un tas de bois. Donc, j'ai commencé à retirer les bûches par bûche. À un moment donné, il y avait une bûche je voyais pas bien, et j'ai tiré la bûche et j'ai un peu coupé. Et alors là, en fait, fait attaquer, ça c'est surprenant, quoi. T'as tous les seins qui t'attaquent, quoi. Ouais, j'ai tout le nid qui m'attaque, et alors quand vous me faites attaquer, fatalement, ça peut, voilà, vous revenez, vous laissez un peu passer la tempête, vous revenez, puis vous injectez. Ok, ouais. Mais à un moment, il faut fuir. Ouais, non, à un moment donné, si t'es pas équipé, tu peux courir comme tu veux, tu t'auras toujours rattrapé, quoi. Ok, d'accord. Il y a des moments où tu refuses l'intervention? Non, jamais. Non. Jamais. Parce que, évidemment, t'es spécialisé, etc. Jamais, je refuse jamais l'intervention, je vais toujours voir, etc. Voilà, maintenant, ce qui est compliqué, je dois te le dire quand même, en été, quand t'as beaucoup d'interventions, qu'on t'appelle pour aller au centre-ville de Liège, c'est compliqué parce que tu dois trouver une place de parking. Ouais. Parfois, t'es à 100 ou 200 mètres ou 300 mètres de chez l'intervenant. Tu dois aller voir. Il va falloir que je prenne ça comme matériel. Tu dois retourner à ton véhicule, reprendre là, et tu reviens, t'as pris une prune. Et finalement, t'as rien gagné. Et le temps que tu étais aux heures de pointe, il te faut 1 heure pour sortir. Non, là, parfois, là, je refuse, en effet. Ouais. Liège, ce n'est pas évident. Non, Liège, c'est pas évident. En fait, tel que les campagnes, la Esbeil, le Condro. Ouais. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de nids à Liège, si. Si, quand même, il y en a, hein. Ça se met partout, en fait. Même le frelon, hein. Il m'arrive d'aller faire du frelon, dans les jardins, et les gens, parfois, me disent, on avait ça, on savait pas ce que c'était. Ça arrive souvent. Tu détaches le nid alors, pour pas qu'il y en ait qui réoccupent ce nid-là, je suppose. En fait, c'est ça, en fait, la problématique. Détacher un nid, c'est moins évident. Aller détacher un nid à 20 mètres, ça a un coût, hein. Ici, il faut que tu travailles avec un élagueur grimpeur, hein. Ici, je sais bien que le contrat de la ville de Liège, c'est un de mes collaborateurs, Nicolas Jadot-Dardard, qui l'a fait. Et lui, alors, à ce moment-là, il doit le neutraliser. Et puis, quelques jours après, c'est un élagueur qui va rechercher, mais ça, c'est un coût. Je vais pas parler du coût parce qu'il était quand même assez élevé, je peux comprendre, hein. Voilà, c'est toute une, toute une stratégie à mettre en place et je tombe plus sur le mot, mais enfin, c'est du temps et de l'expertise, quoi. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, quoi. Ouais. Alors ici, maintenant, on parle de la terre de diatomée. Et en fait, il faut savoir que le neurotoxique, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, parce que on peut essayer de travailler avec des produits un peu plus naturels, etc. Mais
il faut beaucoup plus de temps il faut en injecter beaucoup, il faut plus de temps pour le neutraliser en fait. Tu dois revenir alors, etc. T'es pas sûr de l'avoir du coup. Ah oui, t'es pas sûr de l'avoir. Ah ouais, ok. T'avais déjà essayé des produits comme ça, plus naturels? Non, mais allez, moi je l'ai pas essayé, mais j'ai les retours de mon collaborateur avec lequel je travaille le plus. Lui, voilà. Parce que bon, il y a des communes qui essayent, on essaye en fait d'être un peu bobo, etc. Parce que ça a un impact aussi, ce neurotoxique, puisque à un moment donné, s'il se décroche, et puis il y a peut-être des oiseaux qui vont essayer d'aller manger des larves. Ouais, okay. Donc c'est quand même un produit toxique. Il y avait les oiseaux aussi, qui sont prédateurs des frelons asiatiques. Ça pourrait résoudre le problème, ça? Non, je n'en sais pas, peut-être. La bondrée apivore, c'est une espèce qu'on voit plus en France. Il y en a en Belgique, moi j'en ai jamais vu. Mais oui, lui s'attaque directement au frelon asiatique parce que son plumage peut lui permettre de ne pas se faire piquer et il va manger les larves. Ouais. Tu me disais les poules aussi. Oui, les poules, parce qu'il y a des apiculteurs qui ont remarqué que, en fait, le frelon asiatique, contrairement au frelon européen, qui lui est pâteau, qui n'a pas un vol, le frelon asiatique, il s'est vol statique. Donc il se met à la sortie, il se met tout près des ruches, il attend, et parfois t'as une poule qui passe, elle le voit, c'est une source de protéines importante pour elle, elle le prend. Et il y a des apiculteurs qui utilisent les poules alors autour de leur ruche. Certains, mais c'est pas la solution. Bah non. C'est pas la solution optimale, quoi. Mais voilà, c'est une solution naturelle. C'est une solution naturelle, voilà. Ouais. Voilà, il va falloir redoubler d'inventivité parce que évidemment on est face à une espèce qui se reproduit très vite et qui évidemment fait de plus en plus de nids et qui décime les différents essaims d'abeilles les ruches en fait, puisque fatalement en se mettant devant avec ce vol stationnaire, elles attendent et là c'est all-in, on a le buffet à volonté, donc il suffit de les prendre, on retire la tête, on retire les pattes, on garde le poitrail où il a plus de protéines, on ramène ça à son nid, etc. Mais après un moment donné, ça va stresser complètement la ruche, donc les abeilles ne sortent plus, elles ne se nourrissent plus et alors la ruche meurt d'elle-même en fait. En parallèle, Vincent, tu fais aussi des rongeurs et autres bêtes comme ça. Ça marche bien, ça? Ça marche bien, ouais, pour autant qu'on soit appelé, mais ça marche bien parce qu'il y en a énormément. Quand tu vois certaines villes comme Paris, etc., quand elles sont infestées, on n'en est pas là. Il y a des villes qui en ont beaucoup, mais au niveau du particulier, moi je travaille beaucoup avec les particuliers. Parfois, le particulier subit les dommages collatéraux de son voisinage. Ce qui attire les rongeurs, c'est les composts, les poulaillers. Les jardins défraîchis avec des hautes herbes et voilà, parfois un petit peu la saleté aussi, des poubelles qui ne sont pas des charges, etc. Ça va les attirer et parfois toi tu peux être aussi propre que tu veux, ton voisin peut être propre, mais s'il a un gros poulailler avec une vingtaine de poules, etc., parfois elle passe d'un terrain à l'autre et elle vient jusque chez toi. Ouais, ok, d'accord. Et donc ça, évidemment, il faut traiter selon toi ou tu peux le laisser? Non, parce que c'est comme le frelon asiatique, ça se multiplie. Je vais pas te faire un dessin, mais une femelle à 8-9 semaines est à maturité sexuelle, elle fait 7-8 portées par an, des portées entre 10 et 15, t'imagines le nombre de femelles, tu vois un peu ce que ça fait. Les villes et communes, elles t'appellent quand même souvent villes et communes, ouais, on m'appelle, mais généralement, ils vont chercher les grosses boîtes qui ont pignon sur rue et ils ont des contrats depuis des années avec ces boîtes-là, donc ils continuent. Ouais, d'accord, ok. Parce que je voyais un peu un traitement, par exemple, dans la ville de Verviers, après les inondations. Oui, il y avait du taf là. Ouais, il y avait beaucoup de taf parce que, évidemment, il y avait des décharges assez ouvertes. Les gens balançaient leurs meubles, etc. Et donc, il y avait énormément de rats et je voyais, ils devaient mettre quand même beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges, et puis, tout à fait, ils mettent des pièges, mais ils devaient surtout regarder un petit peu le service d'égouttage, le réseau d'égouttage, etc. Parce que là, avec l'eau qu'il y a eu, souvent, dans les dératisations communales, on a des secteurs, des rues à neutraliser, et alors on a toujours le service, le réseau d'égouttage, il faut le faire en fait. Ça se passe plus qu'avant? Je ne saurais pas te le dire, ça fait pas assez d'années que je suis là-dedans, mais je pense quand tu regardes un peu les retombées, etc., ou que tu regardes un petit peu, quand tu parles avec d'autres, le rat, il est bien présent. Un autre insecte comme ça qui a pris de l'importance ces dernières années, dont on parle un peu trop, je trouve, c'est la punaise de lit. Ouais, la punaise de lit. Il y a eu l'énorme scandale dans les trains SNCF là, et depuis, on en entend quand même souvent parler. Est-ce que c'est un effet médiatique ça, ou est-ce que c'est vraiment un gros problème? Il y en a vraiment beaucoup. C'est un effet médiatique, mais il y en a quand même pas mal. Ouais. Maintenant, la déceler, voilà, il y a des professionnels qui utilisent un chien. T'as des chiens drogues, t'as des chiens tout maintenant, t'as même des chiens qui détectent
les punaises. Et ouais, non, t'as quand même pas mal d'interventions. La plupart des interventions que j'ai, c'est sur le bassin, voilà, c'est en ville de Liège, hein, les appartements, etc. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, ils t'appellent pour les punaises de lit, il faut jeter le lit carrément ou Oui, bien... il faut tout retourner, il faut parfois jeter, il faut jeter, etc. Mais avant, je les traitais, maintenant, je suis un peu, voilà, c'est pas vraiment ma tasse de thé. D'accord, ok. C'est pas ce que tu fais le plus. Non, parce que il faut vraiment que tu sois sûr de ton coup à 100%, quoi. Ouais, une punaise, on te rappelle pour une punaise, tu l'as retournée, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il en faut plus une seule, sinon, voilà, non, évidemment, ça se reproduit, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Donc, évidemment, ça, c'est des sociétés beaucoup plus... Non, pas spécialement. Il y a l'équipement pour le faire, etc. Mais moi, voilà, je préfère me focaliser sur des trucs que je traite beaucoup mieux, comme les taupes, je les faisais avant, etc. Les taupes, je les ai un peu mises de côté. Pourquoi? Bon, moi, j'aime pas d'aller tuer les taupes, hein, c'est nécessaire pour ton jardin, déjà, hein, c'est un peu embêtant. C'est vrai, quand t'as une belle pelouse, avoir toute sa motte-là, etc. Mais, voilà, moi, les taupes, ouais, non, en soi, c'est pas difficile, hein, quand elle est bien piégée. Parfois, t'as 15-20 monticules, mais t'as qu'une taupe, hein, qui l'a faite, hein. C'est ça. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a plein d'animaux qui portent l'étiquette de nuisible, comme la taupe qui a porté cette étiquette. C'est un taupe chez toi, c'est déjà une bonne terre, hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, évidemment. Et puis, il faut faire attention à ce que tu mets sur tes réseaux sociaux aussi, hein. Tu dis, voilà, j'ai fait des taupes, etc., mais tu vas te faire assassiner, hein. T'as des gens qui, pour la taupe, c'est super important. Donc, voilà. Ouais. Et alors, moi, je ne m'entends pas. Ouais, je comprends. Et quelles autres sortes est-ce que tu fais alors? Des fouines? Ouais, les fouines, on en a beaucoup, etc. Maintenant, les fouines, elles ont un territoire, tu essaies de les attraper, hein. C'est pas toujours facile, hein. Quand tu mets une cage, parfois tu as un chaquet dedans. Parce que la fouine est beaucoup plus méfiante. Le cafard, t'en as beaucoup ici sur Liège aussi. Allez. Ouais. Parce que j'en vois beaucoup dans le sud, par exemple. Non, des cafards, mais ici, des cafards aussi, hein. Allez, ouais. Ok. Dans des appartements insalubres, etc. Alors, ou même pas? Ouais, même pas. Parfois, t'as des gens hyper propres, des maniaques et tout, qui se retrouvent avec des cafards. Maintenant, voilà, où est-ce que le cafard, où est-ce que c'est le voisin, ou je ne sais pas. Et parfois, je ne saurais pas dire, c'est inexplicable en fait. Ah ouais, c'est horrible. Mais c'est toujours dans les endroits humides, derrière les frigos, etc., qu'il faut les regarder, source de chaleur, voilà, les hôtes. Voilà, et parfois, t'en as. Maintenant, bon, il y a des produits hyper efficaces, hein, pour ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, il y a des produits miracles pour se faire les cafards, et voilà, et qui fonctionnent super bien, en fait. Ah, ok, parce que on disait très souvent que c'était fini, si ta baraque. Non, tu vas aller chercher des produits sans citer de marque, des produits bien connus sur le marché, etc., en grande surface, et c'est inutile. Ouais, ok. Ouais, enfin, en tout cas, ça sera pas. Je vais pas casser le produit, mais en tout cas, ça sera pas. Voilà, il y a des produits professionnels pour ça. Ah, c'est bon à savoir ça, que ça se traite mieux qu'avant, finalement. Oui, tout à fait. Depuis 15 ans que tu es dans le métier, tu constates qu'il y a des évolutions. J'étais Herstal une fois dans un immeuble, et en fait, l'immeuble avait été rendu insalubre par les locataires, donc le gars avait 2 conteneurs achetés. Et on lui a laissé des tonnes et des tonnes et des tonnes de cafards. Donc, il faut démonter les chambranles de porte, etc. Parce que c'est là que ça se met, les fissures et tout. Je me dis, je vais jamais m'en sortir. Ça a été nickel, le gars était content, et voilà. Les autres bêtes non à insectes volants, tu traites quoi, par exemple? Pour les mouches, beaucoup. Les mouches de grenier. Les mouches, les poissons d'argent, parfois, mais ça, bon, ça pas vraiment important. Les gibiomes. Poissons d'argent, tiens, on en entend moins parler. Ouais, mais c'est rare, hein, les gens, parfois, voilà, ils ont ils sont un petit peu chez eux, etc., ils se tracassent, mais ça, c'est pas non plus difficile à traiter, c'est toujours, voilà, il y a des produits qui font un peu un mini-pot de tout et qui sont assez efficaces. C'est marrant que les gens t'appellent pour des mouches. Ouais, bah écoute, dans ton grenier, parfois, ou alors parfois dans une chambre, ils viennent, ils ont des mouches, ils savent pas expliquer par où ça vient, parfois t'as une bête crevée, hein, on est venu pondre dedans, ouais, mais c'est bon, ouais. Ah oui. Et les mouches aussi, c'est pas trop difficile pour moi à traiter, en fait. D'accord, ok, bah oui, non, finalement, il faut voir la source du problème. Il faut voir la source du problème, il faut surtout avoir les bons produits, un minimum d'expérience. Hein. Ouais, c'est ça. D'autres? Bon, en général, ici, c'est surtout ça. J'ai déjà fait un raton laveur aussi. Il y en a de plus en plus ici en Belgique. Ça fait des dégâts incroyables. Ouais. J'ai des amis qui en ont un, au Canada, ils le considèrent comme un écureuil, quoi. Ouais. Et ça se reproduit quand même vachement. Ouais. Hein, et donc, il va y en avoir de plus en plus, en effet, en Belgique. Mais il y en a de plus en plus, hein. Ici, maintenant, encore pour revenir un petit peu sur cette région-là, le Condroit, etc., là, il y en a beaucoup plus que en SBA, en tout cas, j'en ai jamais eu. Ok, d'accord, ouais. Bah, ça va se déplacer à un moment. Ça va se déplacer à un moment, tout à fait. Mais c'est intéressant de voir qu'il est considéré comme un nuisible au Canada.
Ouais. Je vois pas pourquoi, tu vois, c'est assez mignon comme bête. C'est assez mignon, oui, tout à fait, mais ça fait des dégâts. Moi, j'avais été chez des gens dans le grenier, la femme m'a dit, écoutez, monsieur, ce que j'ai vu un raton laveur dans mon grenier. Je suis rentré dans mon grenier, il m'a regardé, il était même pas effrayé. Je suis rentré dans son grenier, c'était Bagdad, en fait. Il avait retiré toute la laine. Vous savez, il avait fait des gros dégâts, quoi. Ah ouais, ok, ok. La laine d'isolation, oui, etc. Ah ouais, ok. Ouais, ça c'est embêtant. Ouais. Et ça retourne les poubelles, etc. C'est assez... Oui, mais ça rentre par les chatières. Hein. Ok. Ah oui. Ça rentre par les chatières, ça a des petites pattes, ça c'est habile, ça va dans les armoires. Ouais. Ok, donc ça va être un autre. Bon, je sais pas, et voilà, moi j'en ai pas trop eu, mais voilà, ce qu'on a beaucoup aussi, c'est la fouine dans les voitures. Ça, vous avez quand même beaucoup. Beaucoup de fils rongés. On dit que ça sent le poisson, les fils de voiture. Oui, c'est ce qu'on dit en fait, que c'est à base d'huile de poisson, etc. et que c'est ça qui les attire. Mais bon, voilà, la fouine dans la voiture, c'est un truc assez classique quand même. Tu utilises des répulsifs là J'essaie d'utiliser des répulsifs. C'est surtout une capture, mettre les caches aux bons endroits. C'est ça, on essaie d'obturer des endroits où elles pourraient rentrer. Et on met des colliers aussi avec des pointes un peu en forme de clou, etc. sur les gouttières parce que c'est un super grimpeur en fait. Donc tu essaies de capturer avant de tuer ce genre de bête. Et puis quand tu vas la relâcher, il faut la lâcher loin, hein, parce que sinon elle va revenir. Hein. Oui, c'est ça. Mais tu vas pas la relâcher à côté d'une autre habitation. Non, avec ma carte de visite à côté, non, je fais pas ça. Sur son collier, non, je fais pas ça. Mais comment est-ce que tu fais alors? Tu vas la relâcher beaucoup plus loin, dans une zone, et puis c'est quand même un animal. Quand t'es dans la cage, parfois elle est calme, parfois elle est un petit peu excitée. Hein. Ouais. Tu t'es déjà fait attaquer par ce genre de bête? Non, mais parce que mais quand tu vas, on en a eu une avec les pompiers qui étaient coincés dans un filet de but, de Gaulle, et on est allé, franchement, elle était assez agressive. Ah ouais. On a fait des blaireaux aussi, j'ai été chercher des blaireaux, ce qu'on a beaucoup maintenant, c'est du castor aussi. Allez, de plus en plus? Ouais. Ok. Et donc ça, tu dois faire quoi? Moi, je fais pas. Castor, blaireau, etc., je fais pas. Ça, c'est un animal. On a une cellule, un gros animal chez nous, où la Hart, qui est à Warem, ils ont cette cellule-là qui marche super bien. Et en général, les gens, on fait appel aux pompiers et on les dirige vers eux, quoi. Ah oui, d'accord. Mais... Un blaireau, il faut faire attention, hein, c'est une mâchoire hyper puissante. C'est vrai que ça peut être un peu... non, j'avais été faire un blaireau avec les pompiers et les gens nous ont appelés parce que ils avaient un berger allemand qui essayait de... Mais c'est lui qui... Ah oui? Ouais, 16 points de suture à sa mâchoire. Allez, au berger allemand. Ouais, au berger allemand. Là, toute la babine ici qui était ouverte. Allez, ok. Ouais. Et donc ça, c'est capture ou bien... Capture, on l'a capturé avec un... On l'a capturé, on a réussi à le prendre avec une perche, avec un système de rétraction, un anneau comme ça autour de lui, et puis on l'a mis dans une cage. Puis on a été le relâcher, donc on voulait qu'il aille dans cette direction-là, on ouvrait la cage, il est reparti dans l'autre direction. En fait, le but, c'est de l'éloigner des habitations, quoi. Ouais, le but, c'est d'éloigner des habitations, le remettre dans un espace naturel où il ne sera peut-être pas tout seul. C'est ça, d'où l'importance d'avoir des espaces naturels comme au Luxembourg ou bien en Haute-Fagne, etc. Mais je pense que si le berger allemand n'y avait pas été, peut-être qu'il n'aurait pas vu, qu'il se serait déplacé ailleurs, en fait. Ouais. Parce que là, il était coincé dans le jardin, en fait. Ok, ouais. Ah tiens, c'est amusant de voir qu'il y a de plus en plus de bêtes comme ça, hein, dans nos contrées. Mais tu vas encore là-bas, du côté, sur certaines routes, t'en vois des blaireaux qui ont été touchés par des voitures. Tout à fait, ouais. Mais je me souviens, quand j'étais gosse, c'était un peu moins, quoi. Et des castors, il y en avait plus, quoi. Ouais. Tandis que là, on voit que tant mieux, il y en a de plus en plus. Mieux. Ouais, tout à fait. Je n'ai pas encore la buse, dis non, je l'ai pas encore. Mais tout ça a été déréglé aussi, hein. Il y a ce côté, avant, il y avait des prédateurs à ces bêtes-là. Oui, il y avait des prédateurs, il y en a moins maintenant, mais ça revient un petit peu, hein. Ouais, ça revient un petit peu avec les loups, etc. Peut-être qu'un jour tu seras appelé pour des loups. Je t'appellerai par reportage. Vincent, c'était un plaisir de discuter de tout ça. Pierre, franchement, c'était super intéressant. Alors, tu conseilles quoi aux gens? Dès qu'ils voient le nid, il faut qu'ils appellent un professionnel? N'essayez pas de le faire vous-même, il faut appeler un professionnel. Le faire soi-même, c'est toujours compliqué, quoi. Il faut y avoir le bon produit. Il faut aussi être équipé. Parce que un accident c'est vite arrivé, non, il faut appeler un professionnel, c'est pas pour le prix que ça coûte, aller risquer
Elle risquait de se faire massacrer par des piqûres et peut-être y laisser sa vie pour 50-60 balles parfois. Ouais, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et il faut un peu checker si le nid est actif aussi, pour pas t'appeler pour rien. En tout cas, il sera actif jusqu'à la mi-novembre, puis il est actif. Ouais, d'accord. Tu regardes un peu si ça sort et ça rentre. En fait, à la mi-novembre, jusqu'à la mi-novembre, un nid, il est toujours actif. Et puis, à ce moment-là, c'est la période charnière. Il faut regarder si on voit ça rentre ou ça sort. Un nid de frelon secondaire, il a toujours, l'entrée est toujours sur le côté. Donc, c'est une entrée à un diamètre de 2 cm, toujours plus ou moins sur le côté du nid ou au milieu du nid. Un nid primaire, l'entrée se fait toujours par le bas. Comment est-ce qu'on sait qu'on est face à un professionnel ? Le professionnel, vous le trouvez donc fatalement, vous regardez sur Google, vous regardez un petit peu sur le site internet, vous regardez surtout s'il a une formation du CRA, du Centre Recherche Agronome Wallon. En fait, c'est une formation qui a été donnée ici à Namur par Louis Wautier. Et en fait, on vous apprend à neutraliser le frelon asiatique, à bien le repérer et tout. Vous avez une formation, vous avez un petit label de qualité. Et après, vous êtes repris sur une carte. La carte des professionnels, comment est-ce que je pourrais dire, exterminateurs professionnels du frelon asiatique. Voilà. Où il y avait une carte, vous regardez sur Centre de recherche agronome Wallon, et là, à ce moment-là, vous avez toute la carte. Par exemple, moi, je suis surpris sur, je sais pas, le nombre de communes sur lesquelles je suis surpris, la hauteur à laquelle je peux intervenir. On parle pas de prix, non, voilà, vous habitez, je sais pas, où t'habites, Pierre? Moi, j'habite à Liège. T'habites à Liège, mais à Liège, tu vas en avoir beaucoup. Tu auras le choix, en fait. Tu auras l'embarras du choix et tu regarderas, etc. Tu pourras le retrouver. Donc, si maintenant tu vas sur Google ou tu regardes où tu connais ou tu vas sur les réseaux sociaux, tu cherches quelqu'un et puis alors tu te dis, tiens, ce qu'il a, et en général, voilà, le gars, il sera repris dessus, en fait. D'accord. Et il y en a, par contre, qui sont pas du tout repris dessus. Ça, tu conseilles de peut-être pas les appeler, quoi. Je ne dirais pas que je conseille pas de les appeler, mais voilà, il y a beaucoup des gens qui se lancent parce qu'ils pensent que le frelon asiatique, c'est le nouvel Eldorado et qu'ils veulent en faire du pognon plutôt que... Tu vois ce que je veux dire, en fait. Ouais, ok. Donc, ça, c'est peut-être pas le... Non, il faut toujours regarder quelqu'un, voilà. Je dirais que 70-80%, c'est du pompier. Du pompier, voilà, c'est toujours... et les gens, ils aiment bien les pompiers, et voilà, et c'est toujours un gage de sécurité, voilà. J'arrive des gens, vous êtes pompier, voilà, et les gens dans leur tête, et... Voilà. Puis ça te permet de boucler bien les fins de mois, etc. Oui, et ça voilà, permet de faire vivre nos pompiers de Belgique. Voilà, ça, c'est très chouette aussi. Voilà. Merci Vincent pour tous tes tips, tes trucs et astuces pour venir à bout de ces différents insectes qui sont en train de nidifier là pour le moment. Alors. Tout à fait. Là, on est dans une période charnière. Là, c'est maintenant qu'il faut le piégeage sélectif fait son affaire et puis qu'il faut commencer à les regarder parce que bientôt, ça va être parti. Merci beaucoup Vincent et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ok, ciao. Merci, au revoir. C'était nickel. Je devais dire merci, au revoir, moi. Oh, non, c'était bien. T'inquiète pas.